8h14, votre invité Sonia Mabrouk est le gouverneur de la Banque de France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous tirez la sonnette d'alarme. La situation de la dette doit nous inquiéter, dites-vous. Mais qui vous écoute ? Quel candidat à la présidentielle a intégré cette alerte dans son programme ? Alors la Banque de France est indépendante, elle dit ce qu'elle voit, ce qu'elle croit, mais elle n'a évidemment pas à distribuer les bons et les mauvais points à tel programme des candidats. Le débat démocratique a lieu dans notre pays et c'est très bien. Mais au fond, si vous me permettez un parallèle, Sonia Mabrouk, vous savez, il y a ce film dont on parle beaucoup, là, que beaucoup ont vu, Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio. Look Up en anglais, ça veut dire regarder plus haut. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous essayions de faire, regarder plus haut et plus loin, au-delà de la situation immédiate du Covid. En ce moment, on ne regarde que le Covid, que la question sanitaire. Vous nous dites qu'on ne regarde pas les vrais sujets, les vrais défis ? Alors, le Covid est un vrai sujet. Je ne veux surtout pas minimiser les souffrances que chacun connaît et que je vois aussi autour de moi. Mais si je regarde la situation économique qui est notre domaine, aujourd'hui, il y a une bonne croissance et puis il y a trop d'inflation. Et ceci est lié au Covid et à la reprise. Mais si on se projette ne serait-ce que dans 2 ans, Sonia Mabrouk, l'image devrait s'inverser. Et c'est ça que nous disons, pour regarder plus haut et plus loin, c'est que on devrait avoir la bonne inflation, revenu autour de 2%, mais par contre, on n'aurait pas assez de croissance. On va en parler, monsieur le gouverneur de la Banque de France. C'est très important ce que vous nous dites, mais tout d'abord, je reste à la campagne présidentielle. Ce sont des promesses de dépenses nouvelles qui se multiplient dans cette campagne. Par exemple, Anne Hidalgo veut offrir 5 000 € à chaque jeune de 18 ans. Que dites-vous ce matin quand même à ces candidats ? Est-ce qu'ils vivent dans un autre monde ? Encore une fois, je n'ai pas à commenter les propositions de tel ou tel candidat, mais quand on regarde globalement la situation de la dette, elle a beaucoup augmenté à travers la crise Covid. Il le fallait d'ailleurs au passage. Nous étions malheureusement à presque 100% de dette par rapport au PIB, la taille de notre économie avant le Covid, fin 2019, et nous sommes aujourd'hui à presque 115%. Dans cette situation-là, nous n'avons pas les moyens de dégrader davantage nos finances publiques. Et donc, je crois qu'il faut être prudent sur les propositions de dépenses supplémentaires ou de baisse d'impôts supplémentaires. Ça revient au même, d'ailleurs. Je ne peux pas vous faire réagir au programme des candidats, mais à qui le dites-vous ? C'est important, François Villeroy de Galhau. Est-ce que ce sont les candidats à la présidentielle, mais aussi aux responsabilités ? C'est un président qui, selon certains, utilise le chéquier de l'État. Et que faire ? Est-ce qu'il faudrait arrêter de distribuer les chèques énergie, les indemnités inflation ? Je veux être très clair, il n'y a pas de destinataire particulier de ce message. Il y a simplement des faits que nous rappelons, puis ensuite c'est au débat d'avoir lieu. Alors, si on regarde la dette pour l'avenir, c'est évidemment une préoccupation des Français, une préoccupation justifiée. Je crois que dans l'opinion, il y a beaucoup cette question, et je crois que nous devons, sur les 10 ans qui viennent, ça se fera pas d'un coup, mais viser un désendettement progressif. Et c'est possible, c'est ça que je veux dire aussi ce matin. Est-ce que vous entendez le début d'un plan sérieux de réduction du train de vie de l'État ? Est-ce que vous entendez des réformes structurelles qui devraient être engagées ? Je vais vous dire ce que nous croyons en la matière. C'est que c'est possible en combinant 3 ingrédients, mais il faut chacun des 3. Il faut le temps, j'ai parlé de 10 ans, il faut plus de croissance, et on va y revenir, parce que la croissance n'a pas toujours bonne presse, et il ne s'agit pas de n'importe quelle croissance, elle doit être plus verte et plus juste, mais la croissance est indispensable pour régler un certain nombre de préoccupations de nos concitoyens, le pouvoir d'achat, la dette, le plein emploi. Et puis, il faut une meilleure maîtrise et une meilleure efficacité de nos dépenses publiques parce qu'elles sont beaucoup plus élevées que celles de nos voisins européens ou développés. Est-ce qu'il y a le début véritablement d'une volonté, d'une réforme à ce sujet en ce moment ? Commençons par la croissance, puisque je l'ai cité comme un ingrédient important. J'ai dit aujourd'hui qu'elle était bonne, ça c'est une bonne nouvelle. Elle a été de 6,7%, c'est la plus élevée depuis 50 ans l'an dernier. Elle devrait être dans les prévisions de la Banque de France de 3,6% cette année. Mais si nous ne faisons rien, nous revenons, une fois l'effet Covid, le rattrapage Covid dissipé, nous revenons dans 2 ans en dessous de 1,5% de croissance. Et ça, c'est pas assez. Nous, à la Banque de France, nous estimons qu'on peut rajouter 1,5 point à cette croissance, 0,5. Comment ? Et ça changerait tout. Alors, nous parlons de ce qu'on appelle la croissance potentielle, pardon de ce terme des économistes, mais si vous voulez, c'est la vitesse de croisière de l'économie française, une fois qu'on neutralise les variations de la conjoncture. Et pour gagner ce 0,5, il y a en gros 1/3 de réformes européennes,
c'est la transformation numérique et c'est la transformation écologique. Et ça, je dirais que c'est en assez bonne voie. Il y a eu un plan de 750 milliards d'investissement de l'Europe. Il y a un plan de transformation climatique. Et puis, il y a 2/3 français. Et c'est ça dont on va parler plus, parce que c'est ça qui est décisif. Bien, ceux qui nous écoutent ce matin, François Villeroy-de-Galhau, se demandent, et si ce n'était pas un vrai sujet, la dette ? Et si un jour elle était tout simplement effacée? Est-ce que vous dites c'est un mirage, c'est un vœu pieux, jamais ça n'arrivera? Ah non, je crois que la dette doit être remboursée. C'est une question de confiance. D'abord, si vous m'avez prêté 100 € et que je vous dis que je ne vous rembourse pas, vous ne me prêterez plus jamais. Si ça se passe avec les prêteurs nationaux ou internationaux, il y a beaucoup d'épargnants français qui ont investi dans la dette à travers l'assurance vie, eh bien, la France ne trouvera plus de prêteurs, et ça, c'est pas possible. Nous empruntons actuellement chaque semaine. C'est-à-dire le risque de ne pas tenir compte de cette dette, c'est que là, les marchés considèrent la France comme un pays trop dépensier, que cela devienne risqué de lui prêter de l'argent? Si on s'arrête de rembourser, plus personne ne nous prêtera. Et ça veut dire l'arrêt du financement des services publics et de la solidarité. Personne ne peut imaginer ça. Mais par contre, il est possible de la rembourser, notamment avec ce supplément de croissance. Le supplément de croissance, il passe beaucoup par le travail. Je crois qu'il y a un paradoxe que les Français connaissent. Quelle réforme pour ce supplément de croissance et pour encourager ce travail? Venons-y. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. J'étais encore à Melun jeudi dernier, où j'en ai rencontré une dizaine. Le premier frein à leur croissance, c'est les difficultés de recrutement. Il y a bien sûr des difficultés d'approvisionnement, on en parlera sans doute sur l'inflation, mais le frein le plus durable, le plus permanent, c'est les difficultés de recrutement. Plus de la moitié des entreprises. Et en face de ça, nous avons malheureusement 2 400 000 Français encore qui sont au chômage, dont 600 000 jeunes. Ça ne peut pas durer, ce paradoxe, ni économiquement, ni socialement. Donc pourtant, la France ne manque pas aujourd'hui, Sonia Mabrouk, de dépenses publiques. Elle ne manque même pas d'investissement, globalement, mais elle manque de travail disponible pour les entreprises. Mieux de dépenses publiques. Alors, il faut aussi mieux de dépenses publiques, il faut privilégier les dépenses d'avenir, les dépenses d'investissement, celles qui sont tournées vers la jeunesse, comme l'éducation, et un peu moins les dépenses de fonctionnement courant. On peut faire encore des économies. Mais la croissance par un supplément de travail disponible, ça aussi c'est accessible. Et au fond, vous savez, on connaît les solutions. Il suffit de regarder nos voisins, mais il faut qu'on arrête d'opposer les différentes solutions. Il faut qu'on les ajoute. Mais justement, quand on regarde nos voisins et quand on entend le gouvernement, le pouvoir d'achat n'a jamais autant grimpé que sous Emmanuel Macron, selon le gouvernement. La croissance serait la meilleure de tous les pays d'Europe, selon le gouvernement, et le chômage est maîtrisé. Pourquoi s'inquiéter? Alors, c'est vrai quand on regarde la photo de 2021. La France est aujourd'hui celui des grands pays de la zone euro qui a la plus forte croissance et la plus faible inflation. Mais je crois qu'on ne peut pas simplement se satisfaire de la photographie. Il faut regarder un peu le moyen terme, ce fameux regarder plus haut et plus loin. Et si je compare avec nos voisins, avec l'Allemagne par exemple, nous avons un gros écart de ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de la population adulte qui a effectivement un travail. Cet écart rapporté à l'Allemagne, c'est à peu près 3 millions d'emplois qui nous manquent et qui sont concentrés sur les jeunes d'un côté et les seniors de l'autre. Et quand je parlais d'additionner les solutions, le « et » plutôt que le « ou ». C'est pour les jeunes l'apprentissage, pour les seniors une réforme des retraites dont tout le monde sait qu'elle est indispensable, mais il faudra que les entreprises fassent une meilleure place aux seniors. Et puis si je regarde pour l'ensemble des actifs... Tout le monde sait qu'elle est indispensable, la réforme des retraites, mais elle a été repoussée, maintes fois repoussée. Vous dites qu'aujourd'hui elle est indispensable. Tout le monde sait qu'elle est dans le paysage après l'élection présidentielle. Donc mais il faudra qu'elle soit juste. Pardonnez-moi, le prochain ou la prochaine président de la République a les mains liées. Je crois que personne n'a les mains liées dans le débat démocratique. Avec une dette stratosphérique et des réformes à faire. Il faut l'éclairer par un certain nombre de faits et par le fait que nous avons des choix possibles. Il y a différentes façons de faire la réforme des retraites. Encore une fois, elle doit être juste. Et j'insiste sur l'effort des entreprises pour faire de la place aux seniors. Mais c'est aussi leur intérêt pour pouvoir croître davantage. On ne peut pas vivre éternellement avec ce frein des recrutements sur la croissance française. Pour vous citer un autre exemple qui concerne l'ensemble des actifs, de solutions qu'il faut ajouter. Il y a ceux qui disent qu'il faut plus de formation professionnelle. C'est vrai. La France, même si elle a fait des progrès, est encore en retard sur les compétences. Et puis il y a ceux qui disent, dans certains secteurs, il faut des augmentations de salaire. C'est vrai aussi, là où il y a un manque d'attractivité. Vous êtes dans le en même temps, quoi. Je suis en tout cas dans le « et » plutôt que le « ou ». Vous savez, je crois beaucoup au jeu collectif.
Le meilleur jeu collectif de la France, c'est de cesser de tout opposer et d'essayer d'ajouter. Alors, on dit souvent, si vous me permettez une remarque sportive, j'aime bien le sport. Oui, entre le cinéma et le sport, on aura tout dans cette interview. Et après, je reviens à l'économie, je vous promets. Mais on dit souvent, les Français sont pas bons en jeu collectif. Regardez aux derniers Jeux Olympiques, c'est là qu'on a eu le plus de médailles. En handball, en volley, en basket, et puis on a gagné la Coupe du Monde de football. Donc nous pouvons améliorer notre jeu collectif en cessant de tout opposer. François Villeroy de Galhau, l'inflation a changé la donne, les taux d'intérêt remontent, ça se passe en Allemagne, ça commence en France. Jusqu'où voyez-vous grimper ces taux d'intérêt cette année et quel impact sur les emprunteurs? Alors, il y a d'abord la situation de l'inflation, il y a une bosse d'inflation incontestable. Et je précise ce que j'entends par bosse, on l'a oublié, il y a un an, l'inflation en France et en zone euro, c'était 0, à peu près. On l'a oublié. Aujourd'hui, elle est en France autour de 3%. Moins qu'en zone euro qui est à 5, mais nous estimons que compte tenu de la stabilisation progressive des prix de l'énergie et puis du fait que les difficultés d'approvisionnement vont se réduire, l'inflation en France, c'est notre prévision de décembre dernier, reviendrait sous 2% d'ici la fin de l'année. En êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que c'est une bosse, qu'elle va prendre cette forme-là? On n'est jamais sûr d'une prévision, mais c'est la prévision de qualité que nous faisons aujourd'hui. C'est pas une certitude aveugle, et s'il le fallait, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France feront ce qu'il faut pour ramener l'inflation autour de 2% dans la durée. C'est injuste qu'elle soit accusée d'impuissance devant cette poussée inflationniste, la BCE? Il n'y a pas du tout d'impuissance, parce qu'il se trouve qu'en fait, cette année, les 20 ans de l'euro, il y a une confiance très élevée des Français et des Européens dans l'euro, et elle tient au fait que la valeur de l'euro a été bien préservée. Quand vous regardez depuis 20 ans, l'inflation est un peu en dessous de 2%, et nous tiendrons ce mandat, parce que notre objectif, c'est une inflation en moyenne de 2%. Pour ceux qui nous écoutent, François Villeroy de Galhau, évidemment, la question du pouvoir d'achat est essentielle. Les prix augmentent, la tendance pourrait quand même s'amplifier? On devrait plutôt avoir une stabilisation puis une décrue de cette inflation, mais encore une fois, c'est le rôle de la politique monétaire, ce que nous menons avec Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde a dit la semaine dernière, je crois, une chose qui est très juste, c'est que la politique monétaire doit être un amortisseur à la crise. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être un frein à la croissance, et elle ne doit pas non plus être un accélérateur. C'est-à-dire la planche à billets marchera. Elle ne doit pas non plus être un accélérateur de l'inflation. Donc nous devons déterminer le bon rythme de normalisation de la politique monétaire. La planche à billets marchera encore. Il n'y a pas de planche à billets aujourd'hui, Sonia Mabrouk. Il y a un soutien de la politique monétaire quand il fallait. Souvenez-vous, il y a un an ou deux, tout le monde s'inquiétait de la déflation. Aujourd'hui, il faut normaliser progressivement la politique monétaire, mais il faut le faire dans le bon rythme de la réalité. Il ne faut pas le faire de façon trop resserrée. Le rythme de resserrement est beaucoup plus rapide aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup plus d'inflation. C'est pas la situation de l'Europe. Il faut pas non plus le faire trop tard. Donc nous sommes très pragmatiques en regardant l'évolution réelle de l'économie et de l'inflation. Ça donne une garantie aux Français, c'est que nous ramènerons l'inflation autour de 2% dans la durée. Pragmatiques, les Français le sont aussi. Ils ont en tous les cas pioché dans leur bas de laine en fin d'année ou du moins épargné. Après l'épargne record, là c'est un retour à la normale. Que conseillez-vous aux Français par rapport à leur épargne? Alors, l'épargne est effectivement a été augmentée par le Covid. Pourquoi? Parce que les revenus des Français, en gros, ont été maintenus, alors que leur consommation a été nettement plus faible du fait des restrictions. Nous estimons que ça représente à peu près 170 milliards d'euros. Ça paraît peut-être un peu abstrait, mais c'est 6 à 7% de réservoir de croissance. Alors, il y a divers produits d'épargne qui sont possibles. Si on veut une épargne liquide et très sûre, c'est les livrets ou c'est les dépôts bancaires même. Et puis, si on veut une épargne de plus long terme qui peut rapporter plus mais qui est plus risquée, c'est les actions et les investissements dans les entreprises. Je crois que quand on regarde l'ensemble de l'Europe, il serait souhaitable de développer plutôt cette épargne de long terme. Nous avons des grands besoins d'investissement pour le climat. On n'en a pas beaucoup parlé là, mais pour la transition numérique aussi. Il se trouve, quand je compare à d'autres pays comme les États-Unis, l'Europe a plus d'épargne, mais elle investit moins. Donc, vous voyez, il faut faire le pont de l'un vers l'autre. On va conclure, François Villeroy de Galhau. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à certains de nos auditeurs qui nous disent le gouverneur de la Banque de France est venu alerter sur la dette, l'endettement, mais il le fait depuis quand même la Banque de France, alors que nous vivons des temps difficiles, les prix augmentent, l'énergie et tout cela. Que répondez-vous à cela? Nous sommes extrêmement vigilants sur l'inflation. Je comprends très bien cette préoccupation et je la partage. Donc j'ai dit, je crois très clairement ce matin, quelle était notre prévision de décrue progressive et quel était notre engagement
parce que c'est notre mandat, c'est pour ça que nous sommes indépendants avec la Banque Centrale Européenne, de ramener l'inflation autour de 2% dans la durée. Je crois que c'est la meilleure réponse que nous puissions donner aux Français. Merci François Villeroy de Galhau d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.